Annabelle Boyer qui est, on a dit génagogue, on a dit également surtout synergologue, c'est pour ça qu'on l'invite, elle qui est la présidente de ABC. J'ai vu ça ce matin, là, en bas de votre courriel. ABC... Solutions développement organisationnel. Voilà, ABC Solutions développement organisationnel, parce que finalement, pour vous, la synergologie, c'est en milieu de travail surtout que vous l'utilisez. Tout à fait. Oui, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver ma prochaine blonde et d'épier un peu les mouvements et les intentions de celle-ci avec un S avant de faire de celle-ci avec un S la prochaine. Et vous nous avez aidé un petit peu la semaine passée, Annabelle. On a, entre autres, vu, si la personne se joue dans les cheveux, si la personne montre la paume de la main, si la personne se croise les jambes. Est-ce qu'il y a des gestes plus masculins, plus féminins qu'une synergologue observe? Je vous dirais que les gestes féminins, on va avoir beaucoup de gestes féminins qui sont, entre autres, au niveau du visage, beaucoup de paumes qui se déposent sur les joues, sur le cou, et beaucoup de gestes dans les cheveux chez les femmes. Okay. Alors que les hommes, on va avoir beaucoup de bras croisés, beaucoup de tapotements sur les tables, beaucoup de jambes qui bougent. Donc, c'est des gestes qui sont beaucoup plus bas, généralement. OK. Je suis un gars. OK. Les choses que l'on ne souhaite pas voir, parce qu'on a vu certaines, la température du corps qui augmente, si ça rougit normalement, c'est pas mauvais signe, c'est pas nécessairement un super bon signe, mais c'est un signe de gêne, un petit peu, un signe d'intérêt. Mais les signes qu'on ne veut pas voir. Bien, déjà, en partant, quand on est en relation avec quelqu'un, quand on est en conversation et que la personne, plutôt que d'être face à nous, commence à se positionner un peu de profil. Et donc, commence à se tourner soit vers la porte, soit vers une autre personne. Déjà, on comprend que l'intérêt est moins vers nous et plus soit vers « je veux m'en aller le plus vite possible » ou vers une autre personne. Déjà là, on a une bonne indication. Puis on va le voir facilement parce que la tête va être dirigée vers nous, mais pas les épaules et pas les hanches. Les pieds, ça va être la même chose. Si vous arrivez à voir les pieds, si les pieds sont en direction de la porte alors que la tête est dans votre direction, la personne préférerait être ailleurs. Okay. Donc, déjà là, on a une bonne indication. Les gens qui vous parlent et qui ont tendance à aller, par exemple, gratter dans le dos, surtout du côté droit, qui vont tirer sur leurs vêtements en arrière, tirer sur leur veston, tirer sur leur chemise, leur pantalon, mais dans le dos, là, on a un signe d'inconfort et de malaise. Donc, déjà là, on a un bon indice qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme ça devrait. Je vous invite aussi à regarder des émissions comme Tout le monde en parle ou l'émission d'Éric Salvaille. La minute qu'il y a une émission où on a un invité et que l'animateur va poser une question que l'invité n'aime pas beaucoup. Quand on a un malaise, on a rapidement l'invité qui va prendre son verre et qui va prendre une gorgée d'eau. Oui, j'ai remarqué ça. Parce qu'à ce moment-là, ça donne un petit délai pour trouver une réponse. Puis en même temps, essayer de faire passer à soi-même la réponse dans sa gorge. À la radio, le truc, quand on n'a pas de verre d'eau, c'est excellente question ou « Ah, ça, c'est une bonne question. » Exactement. Là, des fois, les gens à la maison, ils disent « Ah, wow, Luc, tu poses vraiment des bonnes questions. » Je dis « Non, c'est juste un truc. Il ne pense pas sérieusement que c'était une bonne question et c'était pas un compliment qu'il me faisait, il achetait du temps. » Exactement. Okay. Et souvent, dans cette période-là où on achète du temps, on va avoir un repositionnement sur la chaise, justement parce que la personne est inconfortable. Et souvent, si vraiment le malaise est important, la personne va rentrer dans sa chaise, donc va reculer à gauche, au milieu ou à droite, justement pour créer davantage de distance. Alors que quand on est à l'aise de répondre à une question, au contraire, on va s'avancer. Donc déjà là, on a d'autres indices. Évidemment, on a les sourires. Un vrai sourire, les yeux vont participer. Donc, on va avoir des pas de doigts qui vont apparaître et la fente au milieu des deux paupières va être beaucoup plus petite. Ça donne l'impression qu'on a tout d'un coup des yeux très asiatiques. Donc, les yeux sont tout petits. Quand c'est un faux sourire, la commissure des lèvres de chaque côté va s'étirer vers l'arrière. Donc, ça donne un sourire qui est étiré mais les yeux ne participent pas. Donc, si on coupait la photo au niveau du nez, et on regardait seulement les yeux, on ne serait pas capable de voir que la personne sourit. Alors que dans un vrai sourire, même si je n'ai pas la bouche, je regarde les yeux, je le sais si la personne sourit parce que les pas de doigts apparaissent. Donc, un sourire de malaise, c'est aussi un bon indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dans les autres signes, évidemment, souvent, on se fait dire, bon, la personne a les bras croisés, ça va être un signe de fermeture, mais comme je vous ai dit la dernière fois, ça peut être parce qu'on a froid, parce qu'on se concentre. Ce qui va être intéressant, c'est si la personne a les mains très, très fluides, très mobiles pendant la conversation, et vous faites un commentaire ou vous posez une question, et là, soudainement, on a un croisement,
au niveau des doigts ou au niveau des bras, là, ça devient intéressant à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il y a une petite fermeture, une petite protection de la bulle. Et c'est ça qu'on veut regarder. Au niveau des mains, quand on a les doigts qui s'entrecroisent, mais qui, au lieu d'être relax, donc des poignets qui sont fluides, qu'on a une rigidité au niveau des poignets et une rigidité au niveau des doigts, là aussi, on a un signe d'inconfort parce qu'on a une contraction musculaire. Et pourtant, je vous écoutais et je vous avais exactement décrit mon état actuel et c'est parce que j'étais vraiment concentré. Alors, je me concentrais plus, puis là, j'avais mon poignet rigide sur ma feuille, l'autre main soudée à mon cou et je ne... Mais ça, vous avez ce qu'on appelle une microfixation. Ça veut dire que vous avez arrêté votre mouvement justement pour vous concentrer. Quand on a un malaise, le poignet est tellement rigide qu'il est plié juste un petit peu et on voit la contraction musculaire sur la main, ce qui n'est pas votre cas parce que votre petit doigt, d'ailleurs, il est plutôt détendu. S'il était contracté, il serait droit comme un piquet. Le petit doigt de la main gauche? Oui, exactement, puis celui de la main droite aussi. Ouais. Et si vous étiez très contracté, vous auriez en plus probablement la main directement devant la bouche, alors que là, vous avez le doigt sur le menton, ce qui est très dubitatif. C'est ce que je me demandais, là. Qu'est-ce que ça voulait dire, son petit doigt sur le menton? Bien, le petit doigt, on est beaucoup dans « je veux pas briser l'harmonie », ce qui est tout à fait logique. Il est l'animateur, je suis en train de donner une chronique, mais il est sur le menton, donc on est dans la section plus dubitative, il réfléchit, il écoute ce que je dis. OK. Alors que si on avait quelqu'un qui avait un index devant la bouche, là, la personne retient son propos et se prépare à dire quelque chose. D'accord. Donc, si la personne était reculée en arrière à droite, donc on aurait quelqu'un qui est en analyse, l'index sur la bouche, là, on est vraiment en analyse, puis attention, l'attaque va s'en venir. Ouais. Et si ça arrivait avec la main droite en avant, l'épaule droite en avant, le poids transféré en avant à droite, là, on aurait une attaque qui s'en viendrait. Et quelqu'un qui met sa main sur la bouche quand on nous parle? Il retient ses propos. J'ai vu ça 2 fois. Il s'empêche de parler justement pour vous écouter. Ça peut être pour vous écouter parce qu'il s'est fait dire souvent qu'il n'écoutait pas assez ou qu'il coupait la parole. OK. Donc, il va se retenir. Ou parce que dans sa tête, il y a une autre conversation parce que vous racontez, par exemple, quelque chose qui est très, très émotif et que la personne est en train de dire « Mon Dieu, c'est épouvantable tout ce qu'elle me raconte, ça n'a pas de bon sens. » Et là, on va avoir tendance à mettre la main devant la bouche. Ouais. Annabelle, peut-il y avoir, parce qu'on est dans les signes que l'on ne souhaite pas voir, des signes qui trahissent un peu... tu sais, quand on était petit, on disait qu'en croisant les doigts, on pouvait mentir. Hein, Mais y a-t-il un signe, malgré nous, qui pourrait trahir notre sincérité ou notre manque de sincérité? Bien, généralement... Un petit mensonge, quoi? Oui, c'est ça. Généralement, quand quelqu'un va raconter un mensonge, ce qu'on va remarquer... Raconter un mensonge, ça demande plus d'efforts au cerveau que de raconter la vérité. Bien sûr. Puis raconter un mensonge dans le cerveau, c'est pas les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Parce que ça va être la zone de la construction du discours qui va s'activer, alors que quand on raconte la vérité, on a les zones de la mémoire qui vont s'activer. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes signes. Généralement, quand on raconte un mensonge, on va avoir tendance à focaliser notre regard, donc à regarder l'autre dans les yeux ou à fixer un point sur le mur pour se concentrer puis être à l'affût pour vérifier si l'autre nous croit dans ce qu'on est en train de raconter. Donc, on a une focalisation du regard, moins de clignement de paupières. Mais une fois qu'on a terminé notre phrase, par exemple, là, on a beaucoup de clignements de paupières parce que le cerveau va évacuer le stress qui vient d'être... stress exactement. Qui Donc ça, on va le voir généralement. Mais si vous voulez demander à quelqu'un de raconter quelque chose et vous n'êtes pas sûr si c'est vrai, demandez-lui de tapoter du pied ou de la main en même temps qu'il est en train de le raconter. C'est difficile de taper, de suivre, de battre le rythme avec la main et de raconter un mensonge en même temps. Le cerveau a de la misère à faire les deux choses. Ah, mais là, c'est presque un polygraphe. Ce qu'on souhaite, c'est que la personne ne sache pas qu'on la met en doute. À ce moment-là, posez des questions auxquelles la personne ne s'attend pas. Mais ayez l'air très intéressé. Intéressez-vous beaucoup à ce que la personne dit parce qu'elle va vous raconter plein de choses et si c'est un mensonge, elle va finir par se contredire dans ses histoires. Absolument. Mais là, je parle pas d'un gros mensonge. Je parle de, supposons, on est bien, hein? Puis l'autre personne a dit oui. Tu sais, le genre de choses où tu veux voir si vraiment, sincèrement, la personne est bien. Est-ce que, ben oui, c'est trop court. J'imagine qu'elle n'a pas le temps de tout vivre ses non-clignements, ensuite regard fixe, puis là, clignement, mais des petits, sans dire un mensonge, des inexactitudes. Bien, dans les inexactitudes, on va avoir, par exemple, une certaine dissymétrie au niveau du visage. Quand on a un stress qui vient de rentrer parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, on va souvent avoir un œil qui va être plus petit que l'autre. Ah, ouais. On va avoir aussi des mouvements de langue. Donc, si je viens de dire quelque chose, puis c'est pas tout à fait vrai, ma langue va sortir en ligne droite. C'est ce qu'on appelle une langue de vipère.
Mais elle peut aussi sortir en ligne droite et rentrer, mais du côté droit. Donc, on a un propos qui n'est pas tout à fait assumé, là. Puis évidemment, à chaque fois qu'on a des signes de stress, des signes d'inconfort, on va avoir plus de démangeaison. Puis il faut se rappeler aussi c'est vrai, que... vous nous disiez ça la semaine dernière. Et on a aussi des variations au niveau de la voix. Comme je disais la semaine passée, un « je t'aime » ne se dit pas de la même façon quand ça va bien puis quand ça va pas bien. Mais on passe une belle journée puis la personne vous dit « oui ». Ah, c'est pas tout à fait la même chose que « ah oui ». C'est ça. L'intonation, exactement, va varier beaucoup. Et généralement, quelqu'un qui est en train de donner une réponse qui est inexacte, la réponse arrive plus vite. Pourquoi? Ça, je le vois avec mes étudiants. Oui, hein? Oui. Parce qu'on veut boucler ça le plus vite possible. On veut se débarrasser de la réponse. Alors que quand on n'a rien à se reprocher, que là, on bafouille, qu'on prenne plus de temps, qu'on se reprenne dans la réponse, on est en train de réfléchir à notre réponse, on répond, puis on est dans la conversation. Mais quand on veut se débarrasser d'une réponse, on répond beaucoup plus vite. Vous disiez, langue de vipère et l'entrée du côté droit. Oui. Pourquoi du côté droit? Parce que c'est l'hémisphère gauche qui vient de s'activer. Là, on est dans le contrôle du discours parce qu'on va avoir à ce moment-là l'aire de Broca et l'aire de Wernicke qui vont s'activer. Attends un peu. L'hémisphère droit, la semaine passée, il y avait un lien avec si je vous montre mon profil gauche, c'est positif. Oui. Pourquoi l'hémisphère droit? Parce que dans l'hémisphère droit, on a toute la partie de la spontanéité, de la créativité, des liens entre les pensées, des liens entre les émotions. Donc, quand l'hémisphère droit est très, très actif, on va avoir beaucoup plus de réactions sur le côté gauche du corps et du visage. Alors que quand on est davantage dans le contrôle du discours, dans essayer de convaincre l'autre de ce qu'on est en train de dire, on est beaucoup plus dans l'hémisphère gauche, donc dans la partie droite du corps. Donc, à ce moment-là, on va avoir plus de démangeaison du côté droit, mais on va avoir aussi beaucoup plus de réactions du côté droit, au niveau de la main, au niveau du côté droit du visage. Et qu'évidemment, ça, on ne peut pas le contrôler quand même bien qu'on veut bien. Là, on ne peut pas le contrôler. C'est inconscient, tout ça. C'est exactement. C'est la même chose quand on est un petit peu stressé. Généralement, on va avoir tendance à prendre ancrage. En fin de semaine, c'était drôle parce qu'on avait un camp d'entraînement de karaté et il y a quelqu'un qui s'est fait faire, qui a eu une surprise. Il ne s'y attendait pas, mais ça impliquait qu'il y a des gens qui lui avaient caché certaines choses pendant quelques jours pour préparer la surprise. Et l'homme en question, c'est un policier. Alors, ça a créé un petit inconfort pour lui parce qu'il ne s'est pas rendu compte du mensonge qui avait été élaboré pour lui faire une surprise. Il était content de la surprise, mais il y a eu un inconfort. Premier réflexe, s'asseoir sur la table et bien s'agripper après la table. Donc, il a pris ancrage pour gérer son inconfort. OK. Et ça, on va l'avoir aussi dans nos rencontres. On est en train de discuter, on dit quelque chose, mais c'est pas tout à fait le cas. On va se dépêcher de s'accrocher après son verre, de s'accrocher après l'anse du café, de la tasse de café, de s'accrocher après le bras du fauteuil. Donc, on va prendre ancrage pour gérer le petit stress qui vient d'être causé. Et ça, c'est toujours intéressant. Évidemment, on pose une question, la personne n'aime pas beaucoup la question, on va avoir des démangeaisons au niveau du visage. Et oui, ça, c'est magnifique. Là, je me reconnais, moi. Oh, tout à fait. On vient de dire quelque chose, la personne vient d'avoir un souvenir, elle n'aime pas le souvenir, les sourcils vont démanger, l'œil va démanger, on va cacher l'œil tellement on va se gratter. Donc là, on a quelque chose qui vient de ressortir. Donc, les yeux parlent beaucoup. Énormément. Ouais. Je regardais l'émission L'œil du dragon. Oui. Et il y avait un concurrent qui arrive et qui frottait dans ses mains. Là. Oui. C'était évident, là, il frottait ses mains. Là, je me disais, c'est du contentement, c'est de la nervosité, mais c'est un peu des deux. Il y a deux interprétations. Si vous connaissez évidemment le personnage de Séraphin, il frottait beaucoup ses mains. Oui. Donc, il y avait ce qu'on appelle un ancrage de satisfaction. Quand on est content d'un contrat qu'on a eu, d'une émission qu'on a faite, on va avoir ce geste-là. D'accord. Inversement, quand on est stressé par une situation, excusez-moi, on va avoir un ancrage de stress. Donc, on a le même frottement, le même lavement des mains. On se frotte les paumes, mais le geste est plus bas et plus contracté. Ah oui. Alors que le geste de Séraphin, il y a une satisfaction, il y a un sourire, il y a une délectation. Oui. Dans l'ancrage de stress, là, on a les épaules qui sont contractées, le cou qui est contracté, la bouche qui a souvent des commissures descendantes, qui est très, très fermée, très crispée. Donc, là, on est davantage dans le stress. Mais je termine en disant... en vous écoutant, Annabelle, que on ne peut pas s'improviser synergologue qui veut et il y a un risque de commencer à vouloir interpréter en se disant « Ah, OK, il se frotte les mains, donc... » Alors que oui, mais s'il se les frotte plus bas, ou si l'épaule, ou si l'œil, ou si... Donc, c'est fort intéressant tout ce qu'on entend, mais soyons prudents après dans l'interprétation qu'on en fait des moments que vous et moi avons ensemble, parce que
peut-être que ça va nous tromper plutôt que de simplement être soi-même puis écouter. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent, dans une conversation, on se méprend sur les intentions de l'autre parce qu'on interprète le non-verbal alors qu'on n'a aucune base, mais on l'interprète pareil. Parce que le non-verbal nous rappelle un geste que faisait notre père, notre mère, nos frères, quelqu'un qu'on a vu à l'école. Et on va interpréter certains gestes, certains tics, certaines façons de bouger en fonction du vécu qu'on a. Bien sûr. Et automatiquement, on vient de porter un jugement. Il y a des gens que, dès qu'on les voit, on les aime pas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Mais dans leur façon de marcher, il y a quelque chose qui nous dérange et qui nous rappelle quelqu'un d'autre. Et il faut faire attention également, puisque quand on essaie d'interpréter, on écoute moins. Exactement. On est moins attentif parce qu'on a deux conversations en même temps. Une conversation verbale et une conversation non verbale. Alors, soyons dans le non-jugement. Exactement.